généraux et colonels qui sont là, j'ai pas été trop mauvais, non? Bien, mesdames et messieurs, merci tout d'abord à celles et ceux qui ont fait l'effort de venir à cette manifestation de ma part dont je vais vous parler concernant les motifs de cette dernière. Je voudrais saluer d'abord le conseiller municipal Olivier Robot. Où est-ce qu'il est passé? Eh bien voilà, dont la discrétion est extraordinaire. Logiquement, vous devriez être au premier rang, mais ils ne vous ont pas laissé passer. Ils ne passeront pas. Et merci Olivier d'être là. Il est délégué aux anciens combattants dans la Véridis. Je voudrais saluer aussi Madame Hubert de Besmet, qui est conseiller régional. Où est-ce qu'il est? Ah ben voilà, bonjour. André Alzarinègre, qui fut naguère de nos collègues, mais qui est actuellement conseiller communautaire et conseiller municipal. Pour les partis politiques, M. Gaël Nofri, monsieur pour le Front National, la frange droite ou gauche ou du milieu, je ne sais pas, parce qu'ils sont en train de se tirer la bourre entre eux. Jean-Claude Frappat, du Parti de la France. Et puis, avec Madame, pardonnez-moi, Madame le colonel Fix, qui est une aviatrice, voilà, donc un aviateur, c'est pour ça que vous êtes à côté, Monsieur Marie, hein, d'accord, et qui représente le délégué militaire départemental. C'est la raison pour laquelle elle est en uniforme, et ça me fait énormément plaisir. Vous auriez été un mâle, que personne ne vous aurait applaudi, mais comme vous êtes une femme, et je n'ai pas dit une femelle, alors que je vous rappelle, mais non mais, attendez, je vous rappelle qu'au cimetière de Cocade, il y a le nom des morts mâles et les dames femelles. Non mais, c'était une époque épouvantable, bien sûr, hein. Quel progrès vous avez fait depuis. C'est avec un particulier plaisir que je voudrais saluer celles et ceux qui m'ont accompagné pendant 13 ans dans mon mandat de maire. Je veux dire, je salue les adjoints et même les grands adjoints qui m'ont fait le plaisir d'être là. Monsieur le professeur Hérault, qui s'est mis très gentiment, estimant qu'il y avait des risques de chahut, courageusement il s'est mis au fond, pour pouvoir les activer, bien sûr. Le colonel Gélès Ducarme, bien sûr. Jean Guérin, sous l'égide duquel cette conférence se tient, puisque je suis patronné par l'amicale des anciens de la Légion étrangère, dont je suis adhérent depuis l'année dernière. C'est-à-dire depuis près d'une cinquantaine d'années. Jean Hannot, où est-ce qu'il est passé? Ah, il est là, Jean Hannot, que je ne reconnais plus parce qu'il s'est maquillé avec une paire de vacances extraordinaire. Jean-Claude Marie, qui est aussi mon beau-frère, je m'en félicite tous les jours. Jacques de Rocasser, et puis les conseillères municipales, Annie Clos et Françoise Marron, qui est venue de Franche-Comté. Et je pense que Annie Clos a dû venir de beaucoup plus loin, puisque je crois que c'est de l'autre côté du Var, de la région canoise ou antigoise, c'est-à-dire en France, quoi, voilà. Hein, voilà. Et puis, on me fait signe, j'oublie quelqu'un. Ah ben oui, Dominique de Bardot, bien sûr, Dominique de Bardot. Je voudrais saluer aussi la présence du pasteur Claudel, qui est un camarade très ancien, et j'ai
dire à Loire, le plus grand spécialiste, probablement, que j'ai jamais connu, de la drogue, qui est un fléau contre lequel il lutte, en ce qui me concerne, je crois, depuis 40 ou 50 ans, et je crains malheureusement que nous ayons tous perdu la bataille. Pas l'espoir, mais la bataille. Je voudrais saluer aussi l'ancien délégué militaire départemental général de son État, avec un autre général, mais je ne donnerai pas son nom, parce qu'il est des services secrets, et les services secrets ne disent pas leur nom. Il est connu à côté du général Jeannin, qui lui est aussi un camarade ancien, des colonels, et puis des tas d'autres personnes. Il y a même le colonel de Lourmet qui est par là, qui représente l'aviation aussi, mon colonel fixe, puisqu'il fut... non mais j'en parlerai tout à l'heure. Je lui décocherai une estocade. Et puis, deux anciens combattants d'Indochine que je voudrais saluer tout particulièrement. Vous avez remarqué dans l'entrée des panneaux sur la guerre de 14-18. Ils sont magnifiques et superbes, et cela est dû à mon ami, ici présent, qui a sauté sur des lieux de fou. C'est même pour cela qu'il est militaire et chevalier de l'honneur. Et je suis très très heureux qu'il soit là et qu'il m'ait prêté les panneaux. On peut l'applaudir d'ailleurs. Et derrière lui, M. Sodo, dit pour les intimes Jojo, aussi glorieux combattant de l'Indochine. Il y a des présidents, mon président des anciens d'Afrique du Nord, il y a des tas d'autres présidents, je ne pourrais pas citer tout le monde, qui veulent bien me le pardonner. Merci à tous, merci à toutes, en tout cas. Je signale au poilu de 14-18 français que quand il le voudra, il pourra quitter la salle, mais je remercie son président de m'avoir prêté ces deux valeureux guerriers, également notre camarade allemand. On a oublié tout ça, et de toute façon il est français en plus, bon d'accord, mais quand bien même le jeune garçon de l'Est de la France qui a été élevé dans la haine du Boche, j'en parlerai tout à l'heure, en devenant l'homme que je suis, s'est senti plein d'une grande camaraderie à l'égard des Allemands qui font partie avec nous de l'Europe, en étant heureux qu'on ait enfin enterré la hache. Vous pourrez partir, Monseigneur, quand vous le voudrez. Regardez bien quand même, et dites-vous, on y viendra tout à l'heure, comment pouvait-il donner l'assaut équipé comme cela? Ça, c'est un des mystères que je n'ai toujours pas compris, car en Indochine, aussi bien qu'en Algérie, on n'avait pas tous de barbares sur le dos. Merci tous les deux, merci tous les trois. Enfin, je voudrais saluer un ami aussi, qui est le commandeur Michael Healy, qui est chairman de la Royal British Legion. Alors, mesdames et messieurs, quand j'ai débuté dans la vie comme enfant à l'école primaire, mon professeur m'a expliqué pour faire une rédaction, il fallait une introduction, un développement et une conclusion. La conclusion, je l'avais. Le développement, je ne l'avais pas. Ou presque. L'introduction, pas du tout.
Mais je suis allé à la messe. À la messe, à l'Assemblée générale de l'Union nationale à Carros, où là, le père Drillon, abbé de son État, aumônier militaire de son État, a fait un prêche où il a mélangé un peu Aristote et les quatre grandes vertus que tout le monde connaît d'Aristote, que sont l'unité, le beau, le bien et le vrai, et cette phrase du maréchal Foch. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. C'est pour cela que j'ai fait la conférence, pour que nous retrouvions ensemble la mémoire pour avoir un avenir. Voilà la raison première, il y en a une seconde, et je vais la dire. Mais parler de la guerre 14-18, c'est aussi pousser la porte, parfois un peu rouillée, d'un gigantesque cimetière dans lequel il y a près de 10 millions de morts. Christian Barbier, rédacteur en chef de l'Express, a écrit que ça avait été, la guerre de 14-18, une guerre démesurée dans l'horreur et dans le sacrifice. Je ne porterai pas de jugement sur les responsabilités, d'autres le fait avant moi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, après avoir lu près de 43 livres à ce sujet, qu'ils ne s'entendaient pas entre eux. Mais il y a une autre raison. Et cette autre raison, c'est le fait que je suis né à Belleville. Faubourg de France, pas très loin du Jardin du Souvenir. Et que quand j'étais enfant, 7-8 ans, avant la guerre de 39, et que j'étais malade, obligé de garder la chambre, on me donnait à lire l'illustration. Il n'y avait d'ailleurs que ça. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait même pas de journaux d'enfants. Alors je lisais l'illustration parce qu'il y avait des grandes photographies. J'ai été quelquefois malade et j'ai mangé 14, 1915, 1916, 1917, 1918 et 1919. J'ai acquis une certaine compétence. Et puis, je suis fils d'officier. Mon père a fait toute la guerre de 14-18 sans rien manquer, comme sous-lieutenant et lieutenant de tir du 27e régiment d'artillerie de campagne, et après comme lieutenant et capitaine chef de batterie. De 75, le fameux canon 75, qui était infiniment meilleur que le 77 allemand, et qui a fait la guerre de 39-40 aussi, dans l'artillerie lourde, de 194 monté sur Chenille. Il était officier de la Légion d'honneur quand il est mort, et avait les 2 croix-pierres, bien sûr, pas pardelle de décoration qu'il mettait à chaque 11 novembre au monument aux morts. Et en souvenir aussi de mon beau-père, qu'hélas je n'ai pas connu, le papa de Monique, mon épouse, et le papa de Jean-Claude, mon beau-frère, Pierre-Marie, qui est parti à la guerre au 6e bataillon de chasseurs alpins, qui était niçois, et qui, parce qu'il parlait couramment l'anglais, a été affecté au moment où les Américains sont arrivés, à partir de 1917, comme officier de liaison, et il a participé à ce titre-là, étant cité alors de l'armée d'ailleurs, au combat de Château-Thierry, et surtout de Bois-Belleau, qui ont servi, donné un tel souvenir aux familles, et qui a été le 16 juillet 1918, 3 mois avant la fin de la guerre, gazé à telle enseigne que 30 ans après, il est devenu à Paris. C'est en souvenir de mon père et de mon beau-père que je fais cette conférence. Quand je me suis lancé dans cette idée, j'ai commencé à écrire dans la Thébaïde du Var
sur la terrasse. Mais à un moment donné, baissant les yeux, j'ai vu, courant sur la terrasse, une colonne de fourmis, puis une autre colonne dans le sens inverse, qui se tenait sur de petits filets de ciment entre deux carrelages, et j'ai vu là les colonnes montant et descendant des fantassins de leurs tranchées par les boyaux, qui croisaient la relève et échangeaient quelques informations au passage, comme le font d'ailleurs les fourmis quand elles se croisent. Je voulais vous donner ce souvenir parce que pour moi, il est émouvant d'y penser. Alors cette guerre de 14-18, elle a plusieurs caractéristiques. Elle est mondiale. Elle est totale, elle est industrielle et elle est horrible, brutale, une boucherie, a-t-on pu dire. Alors elle est mondiale parce que tout le monde est venu se battre sur le territoire de France. Bien sûr, nos colonies, les Marocains, les Tunisiens, les Algériens, les Sénégalais, les Tonkinois, mais aussi les Portugais, les Canadiens, les Russes, les Italiens, les Indiens, les Américains, les Australiens, et nos amis, les Anglais, les Britanniques, bien évidemment. Je fais une parenthèse. Mon père, Brion, que je viens de voir arriver, avec un tel retard que vous me ferez 20 ans, mon père, puisque vous m'obligez à dire ni pater et ni ave quand vous avouez mes fautes, il est normal que moi qui tiens le bout de chaîne, je vous crédite ceci. Je parlais de vous tout à l'heure. Et je disais qu'à la recherche d'une introduction, je l'ai trouvé dans un de vos prêches où vous mélangeâtes Aristote et Foch. Je vous laisse Aristote, mais je vous ai pris Foch, et je citais le fait qu'en plus d'Abbé, vous êtes aussi aumônier militaire et un prêtre que j'estime tout particulièrement, d'abord parce qu'il porte la soutane et que ça me plaît, parce que j'ai été élevé dans cet esprit-là, et ensuite parce qu'il fait des prêches extraordinaires qui mériteraient de devenir des homélies, ce qui supposerait qu'il devint évêque, ce que je crois qu'il mérite amplement. Merci, mon père. Alors, sont venus se battre chez nous, sur notre territoire. 1 500 000 hommes de l'Empire britannique. On connaît rarement ce chiffre-là. 2 500 000, pardon, excusez-moi. 1 500 000 d'Indiens, Sikhs, Gourkhas, Punjab, qui ont leur monument très libre. 460 000 Canadiens, et nous avons pu voir, ma chère Isabelle, et toi, Daniel, à Montréal, ou bien le culte de Vimy, où les Français et les Anglais avaient échoué, mais où les Canadiens ont réussi 3 ans après, ont laissé un souvenir impérissable dans la mémoire canadienne. Les Australiens, 360 000, 110 000 Néo-Zélandais, 130 000 Sud-Africains. L'Empire britannique, j'ai le regret de le dire, était plus important que le nôtre, puisque le soleil ne se couchait jamais. Mais nous, on a eu quand même 600 000 coloniaux qui sont venus. 270 000 Maghrébins, 180 000 Africains, c'était la force noire du général Mangin, 50 000 Indochinois, 40 000 Malgaches. Ils ont été engagés sur tous les fronts, bien évidemment. Les Russes sont venus. Les Russes qui ont donné près de 5 millions d'hommes pendant la guerre et 1 850 000 morts à la fin de 1918,
brigades d'infanterie, 45 000 hommes, sont venus se battre sur le territoire français. Ils ont leur nécropole à Saint-Hilaire-le-Grand, près de Bourmelon, que connaissent bien, je suppose, les artilleurs. Les Italiens. Les Italiens, ils étaient membres de la Triplice, c'est-à-dire alliés du Kaiser et alliés des Autrichiens et des Hongrois. Mais, parce qu'ils sont Italiens, ils se sont défilés au moment de la déclaration de guerre de la Triplice, et un an après, ils ont déclaré la guerre à l'Autriche-Hongrie, et un an après, en 1916, ils ont bien réfléchi. Ils ont déclaré à leur tour la guerre à l'Allemagne. Toujours est-il que le 5 novembre 1914, tenez-vous bien l'histoire des histoires, un régiment de Garibaldi se forme au sein de la Légion étrangère. Le fils de Garibaldi, qui avait lui-même 6 enfants, s'engage et engage ses petits-fils de Garibaldi, dans la Légion Garibaldienne. L'aîné sera tué en Argonne, le troisième également. Un an après, la Légion étrangère les a absorbés. Mais l'Italie est rentrée en guerre avec nous, et 2 divisions ont été envoyées sur le front français, avec le général de Robinan qui la commandait. Ils ont leur monument aux morts à Pligny et à Rocroi. C'est vous dire combien cette guerre a été mondiale. 70 pays ont été engagés dans cette guerre. On est même allé jusqu'en dehors des Européens, bien sûr. On a même été, le Japon est venu faire la guerre chez nous, la Chine aussi, et bien entendu, l'Amérique, j'en parlerai tout à l'heure. Guerre mondiale, guerre totale. Totale parce que 73 millions d'hommes sur le carreau sont mobilisés de 70 pays, près de 10 millions de morts et de disparus, 21 millions de blessés, d'expropriés, de défigurés, et dans tous les pays, des veuves et des enfants. Ce fut une guerre totale aussi parce qu'elle n'a épargné personne. Michel Bernard écrit dans La Grande Guerre, « Tout y fut démesuré. Les villes anciennes ruinées, les villages rasés, les usines détruites, les forêts brûlées, les terres pourries, la durée, brutalité, les ravages, la souffrance, l'hécatombe, et aussi le courage et le chagrin, tellement même que toutes les larmes ne sont pas encore toutes versées. » Les effectifs français, au milieu de tout cela, ont été de 8 700 000 hommes incorporés pendant les 5 ans de guerre, les 4 ans et demi de guerre, dans des classes d'âge qui allaient de 1914 à 1917. 5 millions seulement ont combattu, les restes étant des emplois réservés, ce que mon colonel, les poilus appelaient les embusqués. La formidable, au sens étymologique du terme, qui doit être crainte, la formidable coalition de l'entente, c'était 3 470 000 hommes sur le terrain, contre 2 350 000 de l'Allemagne et de la Roumanie. À l'époque, messieurs les officiers, sous-officiers et hommes du rang, un régiment avait 3 000 hommes. Il comprenait alors 3 compagnies, 3 bataillons. Chaque bataillon avait 1000 hommes. Il comprenait 3 compagnies. Chaque compagnie avait 250 hommes. Et chaque compagnie avait 4 sections, commandées par un sous-lieutenant. Je ne suis pas allé plus loin. Oui, si, j'avais lieutenant. Voilà. Pas plus. Je ne m'a pas jugé digne de devenir capitaine. Et c'était 64 hommes. En Indochine, c'était 30 hommes. Et quelquefois en Algérie, c'est devenu 20 hommes. Avec 2 escouades commandées par un caporal. Et quand
une escouade avait 2 escouades réunies, c'était un sergent-chef. Et le tout dans les brigades, les divisions, les corps d'armée et les armées qui avaient les armées sans un minimum. Voici les caractéristiques de la guerre. Je vais, parce que le temps tourne trop vite et que j'ai pris du retard, et que je sais qu'à partir de 8h moins 5, vous direz tous pour aller regarder la télévision, bien évidemment, ou en plus, il y a un excellent film sur la guerre de 14-18 sur FR3 à 8h30 ou 20h30 ou 20h50. Vous voyez que je vous le donne en plus, me donnant des verges pour me faire battre. Je crois utile de situer la guerre de 14-18 dans le temps et dans l'histoire. L'histoire de France, l'histoire d'Europe, l'histoire du monde. Car en effet, elle a été précédée de la guerre de 1870 et elle a été suivie, elle en est la cause, de la guerre de 1939 et de 1945. Jusqu'alors, l'ennemi héréditaire pour nous, pardonnez-moi, amis, c'était l'anglais. Et c'était l'anglais parce que vous ne pouviez pas nous piffer. Et c'était contre vous que l'on se battait. Je rappelle que 1805, c'est Trafalgar. Je ne sais pas pourquoi les Anglais ont le culte des défaites. Ils mettent Trafalgar partout. C'est curieux ça. 1812, c'est la retraite de Russie. Et 1816, c'est Waterloo. À ce moment-là, 1815 peut-être? Oui, 1815. C'était pour vous permettre, Madame Aumont, vous qui m'avez toujours contrebattu en étant juge d'instruction à Nice, que vous puissiez vous exprimer. Voilà, la délicatesse. Voilà. Et à partir de cette bataille de Waterloo, nous avons abandonné la guerre contre les Anglais et eux contre nous. D'ailleurs, même 50 ans après, à la bataille de Crimée, vous étiez, ou nous étions à vos côtés, vous étiez à nos côtés, à l'Alma, à Sébastopol, notamment. Et nous fûmes alliés contre les Russes, qui pour des questions de religion, la clé des lieux saints, entre l'Église catholique romaine, monsieur l'abbé, et l'Église orthodoxe, il y avait des frictions et le sultan Aboul-Messit a donné les clés aux chrétiens. Du coup, les Russes sont entrés en guerre et ont coulé la flotte turque. Et du coup, l'Angleterre et la France se sont alliés contre les Russes. Il faut le faire quand même. On est des gens compliqués. Alors, la guerre de 70, c'est nous qui l'avons déclarée. On a déclaré au roi de Prusse, sauf que le roi de Prusse, dans l'entretemps, il avait fait son unité économique, son unité politique, et en déclarant la guerre au roi de Prusse, on déclarait la guerre à toute l'Allemagne, c'est-à-dire tous les États du Sud et tous les États du Nord, de telle sorte que lorsque Napoléon III, n'est-ce pas, monsieur le spécialiste de Napoléon III, puisque vous écrivez un livre remarquable d'ailleurs à ce sujet-là, quand il s'est trouvé à la tête de son armée 292 000 hommes, il avait en face une armée de 700 000 hommes, qui étaient les Prussiens et les Allemands, qui avaient en plus déjà le canon Krupp, qui s'armait par la culasse, de tirs rapides, et de bien meilleure portée, et de bien meilleure précision que notre système d'artillerie Lanier. Et bien sûr, commandé par Bismarck, qui avait collé la trempe aux Autrichiens 4 ans avant à Sadowa, on n'a pas résisté beaucoup. On s'est bien battu. Nos hommes se sont bien battus. À Wissembourg, à Fröschwiller, à Worms, à Moosbronn, Reichshofen, rappelez-vous, le roi de Prusse. Ah, les braves gens, les voyant tailler et mourir dans les houblonnières. À Rosenville, à Saint-Privat, à Gravelotte, ça tombait comme à Gravelotte.
et à Metz. Mais nous ne savons pas grand-chose parce que nous n'avons pas de photographie. Ce sont simplement les peintres qui ont dépeint ces batailles. Les plus connus sont bien sûr Édouard de Taille, qui a fait le Rêve, qui a fait... Alors, si vous allez un jour à Paris, allez au Sénat, allez vous payer un verre à la buvette du Sénat. Il y a là un tableau presque aussi haut que cette fresque murale, qui est extraordinaire, qui est la reddition d'une Ingue. C'est splendide. Puis Alphonse de Neuville, qui lui a fait... Est-ce qu'il y a des marsouins dans la salle? Bazeille, la dernière cartouche. Eh voilà, Suzanne, bien sûr. Eh bien, Bazeille, dans la maison Bourgerie, la dernière cartouche est un tableau, précisément, de Neuville, pour les marsouins. La bataille de Bazeille est ce que, au Mexique, Cameron est pour les légionnaires et pour les chasseurs, mon général. En Algérie, la Sidi Ibrahim. C'est comme... Je l'imitais à l'infanterie, hein. Il doit y avoir aussi des artilleurs et des cavaliers, mais bien. Même s'ils sont glorieux, hein. Y compris les hélicoptères en général. Ah, vous êtes en plus artilleur, comme mon père, d'accord. Voilà, artilleur de Metz, quitte sa garnison, toutes les femmes du pays montent à leur balcon, etc. Vous connaissez la suite? Prouver cet artilleur chicard qui leur a tant de fois prouvé son dévouement. Bravo, mon général, hein? Bravo, hein, voilà. Alors, ce qui m'amène maintenant, vous ayant dit ce que je pensais de la guerre de 70, vous allez voir l'importance qu'elle a pu avoir, à vous parler maintenant, rentrer dans le vif du sujet, les causes, le déroulement, les conséquences. Les causes. Elles sont multiples, j'en ai isolé 3 ou 4. D'abord, décidément, vous allez croire, vous qui êtes britannique, que je ne vous lâcherai pas, mais c'est une histoire de famille qui a mal tourné. J'observe et je rappelle que Georges V, qui était le roi à l'époque et empereur en même temps, était rattaché par sa grand-mère Victoria à la dynastie de Hanovre, exactement de Hanovre, Saxe, Cobourg, Gotha, qu'il a d'ailleurs abandonné pour devenir Windsor. Le Kaiser, lui, était aussi le petit-fils de Victoria, mais il a abandonné, lui, pour d'autres raisons, Saxe, Hanovre, Saxe, Cobourg, Gotha, pour devenir Hohenzollern. Et le tsar de Russie, ben, il était marié avec la petite-fille de l'impératrice Victoria. Ce qui fait que Victoria était la mère de l'Europe et qu'ils étaient tous cousins. Eh bien, ça n'a pas empêché l'irréparable. Et autre observation que je fais, dans cette confrontation entre les différents pays d'Europe, eh bien, Raymond Poincaré est le seul chef d'État qui est président de la République. Et il va faire la guerre contre l'empereur austro-hongrois, contre l'empereur, le Kaiser allemand, contre l'empereur, le sultan de l'Empire ottoman, et il va être allié avec l'empereur et le roi d'Angleterre, il va être allié avec le roi des Belges, Albert Ier, et avec le tsar de Russie, Nicolas. Assez extraordinaire. Alors, comment est-on rentré dans la guerre? Par les alliances. Alors, les alliances, je prends, je me tourne, ça marche. Oui, voilà, les alliances. Ben, en rouge, c'est la triple entente, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, la France et l'Empire russe. C'est pas petit, parce que derrière ce contrat
pas, c'est que derrière la Grande-Bretagne, il y a un empire qui est devenu depuis des nations indépendantes mais soumises à la reine. Le Canada, l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et nous, quelque part quand même, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Indochine, l'AOF, l'AEF, et en face et contre nous, l'Allemagne, unie de l'Est et de l'Ouest, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman qui va venir largement. Voilà la configuration et le jeu des alliances a fait que dès le moment où est arrivé le drame dont je vais parler, le jeu des alliances a joué. Mais il y avait les rivalités. Les rivalités, c'était que la France, c'est pour ça que je vous ai parlé de 1870, la France voulait rattacher les provinces perdues d'Alsace et de Lorraine, tandis que l'Angleterre, elle, la Grande-Bretagne, craignait la montée en puissance de la flotte allemande, elle qui était la maîtresse des mers, et notamment en mer du Nord. La Russie, elle, redoutait les ambitions allemandes vers l'Est et cherchait un accès aux mers chaudes. L'Italie souhaitait contrôler la mer Adriatique et annexer les territoires de minorités italiennes qui étaient au sein de l'Empire austro-hongrois. La Serbie souhaitait un débouché sur la mer Adriatique et l'Allemagne redoutait la volonté de revanche de la France, souhaitait accroître sa sphère d'influence à l'Est et remettre en cause la suprématie britannique navale. L'Autriche-Hongrie était secouée par ces territoires qui réclamaient l'autonomie d'aucune indépendance, et la Turquie redoutait l'accès à la Méditerranée de l'Empire russe. Pour nous, il y avait l'Alsace-Lorraine. Alors là, quand même, je rafraîchis les mémoires. L'Alsace-Lorraine, c'était près de 4 millions d'habitants. L'Alsace, 1,8 million, avec le département du Bas-Rhin, Strasbourg, le Haut-Rhin, Colmar et Mulhouse. Au milieu, il y avait la Truée de Belfort. C'est par là que les Allemands entraient, c'est par là qu'ils repassaient 4 ans. La Lorraine comprenait près de 2,5 millions d'habitants. 4 départements, la Meurthe-et-Moselle avec Nancy, la Meuse avec Bar-le-Duc, la Moselle avec Metz, les Vosges avec Épinal. La sidérurgie, le fer, le charbon, le textile, l'automobile, le plastique et l'électronique. Le code civil était contre le code Napoléon installé en Alsace-Lorraine. Il y est toujours d'ailleurs. Ce qui fait que lorsqu'un avocat va plaider à Strasbourg ou Mulhouse, il est obligé d'avoir un avocat alsacien avec lui pour interpréter le droit qui n'est pas tout à fait pareil. Et il faut reconnaître que les Lorrains étaient peut-être un peu attachés tellement l'Allemagne avait investi chez eux. Ils disaient « Français ne puis, Allemand ne veut, Lorrain je suis ». Exactement comme au Québec, Isabelle, il y a sur les plaques minéralogiques des voitures, je me souviens. Et je me souviens de quoi? Je me souviens que je suis né sous le lys et que j'ai prospéré sous la rose. Donc finalement, nous voulions conserver l'Alsace. Et c'est l'école qui va jouer un rôle considérable. D'autant plus que 120 000 instituteurs étaient allés au combat et avaient été remplacés par des retraités, notaires, avocats, des femmes aussi, et que l'école était la gardienne du patriotisme et du goût de la revanche. J'ai relevé des notes manuscrites de mon père. Ce héros, ce rire si doux, celui-là, qui les met contre nous, de sa haute taille, parcourait le pouvoir en bataille, comme vous connaissez tout ça par cœur, bien sûr, c'est Victor Hugo, c'est bon. Et j'ai retrouvé ces phrases.
Je ne sais pas si l'on comprend encore l'état d'esprit des Français de 1914 au moment de la mobilisation. Il faut savoir que la haine des Prussiens, comme on disait, était restée très vive au cœur de tous, et que l'Alsace et la Lorraine devaient, dans la pensée de tous, sans exception, retourner à la France. Nos parents, nos professeurs, nos livres ne nous laissaient pas oublier, et la déclaration de guerre libéra l'enthousiasme qui saisit tout le pays et fit en un seul éclair l'union sacrée. C'est pour ça que je... Alors, le 3 août 1913 débute la marche imperceptible vers le conflit titanesque. Mais à l'époque, tout le monde pensait que la guerre serait courte. Dans les trains Nard-Berlin ou Nard-Paris, c'était ce que pensaient les soldats mobilisés. Je vous montrerai tout à l'heure des photographies de la mobilisation, vous verrez que je ne les fais pas dans la tristesse. 3 août 1913, le Sénat approuve la loi votée par la Chambre qui porte de 2 à 3 ans le service militaire obligatoire. Paf! Prends-le dans les gencives. À partir de cette époque-là, quand on parle des mâles à l'armée, c'est pourquoi. Le 28 juin 1914, vous le savez tous, c'est à Sarajevo, capitale bosniaque. Le neveu de l'empereur d'Autriche, l'archiduc François Ferdinand et Sophie, son épouse, sont assassinés dans leur véhicule dans une rue où s'était égaré leur conducteur d'ailleurs, par un jeune étudiant d'une vingtaine d'années, qui était un nationaliste bosniaque. Principe, qui faisait partie d'une association serbe qui s'appelait La Main. L'Autriche-Hongrie a vu dans cet assassinat la main de la Serbie. Aussi, le 25 juillet, ultimatum inacceptable de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Le 28 juillet, refus de la Serbie. Entrée en lice des systèmes d'alliance dont on parlait tout à l'heure. Le 30 juillet, la Russie mobilise. Et le 1er août, l'Allemagne la somme d'arrêter sa mobilisation. La Russie refuse. Le 1er août, la France mobilise. Et la population n'a pas vu le coup venir. Elle n'a pas vu le coup venir, la population, on va y venir, parce qu'elle était intéressée par quoi, la population française? Par le procès de Mme Caillot. C'était ce qui l'intéressait. Joseph Caillot était mal vu, il avait créé l'impôt sur le revenu. Il faut le faire. Et c'était attirer les foudres du directeur du Figaro, Gaston Calmette. Il avait été marié une première fois et le Calmette a voulu révéler les missives enflammées qu'il envoyait à sa première femme. Aussi, la deuxième femme est allée demander des comptes à M. Calmette. Elle a sorti un revolver et l'a balancé. Et dérision de l'histoire, elle a été mise en cellule avec Madame Steinhell, qui était l'aventurière célèbre, qui a fait, dans un baiser fougueux, je ne dis pas de quelle nature, mourir le président de la République française, Félix Faure, à son bureau. Et c'est dans la même cellule, sauf que Mme Steinhell a été condamnée, alors que Mme Caillot a été acquittée. Et c'était ce qui passionnait la France, la guerre de la République. Clémenceau a écrit dans l'Homme libre, « Dans Paris, pas un cri, pas un mouvement de foule, rien que la gravité d'une situation. »
Il est vrai que Raymond Poincaré avait été appelé dans sa déclaration aux assemblées de voter l'union sacrée, qui fut partagée par Léon Jouot, qui était le secrétaire général de la CGT. Vous imaginez ça? C'est incroyable. Cette union sacrée fut réelle. Elle fut momentanée, car la gauche et la droite reprirent leur habitude et se disputaient, mais Raymond Poincaré avait dit aux assemblées: la France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée. Et il en a été ainsi. La Grande-Bretagne va rentrer dans la guerre. Elle va rentrer dans la guerre tout simplement parce que la Belgique est envahie, Belgique pays neutre, que sans déclaration de guerre, les troupes allemandes envahissent pour pouvoir court-circuiter la France. Mais la Grande-Bretagne avait un traité d'alliance avec la Belgique. Vous êtes rentré en Belgique, je vous déclare la guerre, et elle le fait. Mais elle avait une petite armée. Elle avait une petite armée dont l'essentiel était pour tenir les colonies. 80 000 hommes ont été envoyés en France avec Sir John French pour participer aux opérations de combat. Mais Lord Kitchener, qui va être coulé dans son bateau quelques mois après, lance chez les ouvriers anglais, malgré l'opposition du Parti socialiste et des syndicats, un appel à s'engager. Et les jeunes Anglais se sont engagés par dizaines de milliers pour venir combattre en France. Chapeau. La Grande-Bretagne, de cette façon, recrutera 70 divisions à partir de bataillons de copains. Voilà comment s'est déclenchée la guerre. Alors, la mobilisation, elle était du décret du 1er août et le 2 août 1914, toutes les églises des villages, des villes de France ont sonné le tocsin. Les gendarmes sont venus dans chaque famille prendre les hommes, plus les chevaux, plus les mulets, plus les armes, plus les bœufs, ne laissant rien que les pauvres femmes, les enfants et les vieillards, pour partir à la guerre, qui serait courte d'ailleurs. Ne vous faites pas de soucis, c'est ce que les gendarmes disaient aux femmes éplorées. L'affiche, vous la voyez bien. Vous constaterez qu'il manque quelque chose, Madame la colonelle, mon cher beau-frère. Il n'y a pas d'aviation. Eh oui, l'armée de terre, y compris les troupes coloniales, les hommes des services auxiliaires, l'armée de mer, y compris tous les industries maritimes et les armuriers de la marine, c'était l'armée française de l'époque. À partir de la mobilisation, on va observer, chose curieuse, un accroissement du simple au double des mariages, ce qui amène à penser que les femmes et les hommes qui étaient fiancés ou promis ou promises, voyant qu'ils allaient partir à l'armée, vite, se sont mariés pour dire c'est ma femme et c'est moi. C'est assez extraordinaire, cette volonté d'union de la part des jeunes hommes et des jeunes femmes au moment de partir dans le tragique de la guerre. 3 800 000 hommes sont ainsi mobilisés, car depuis la loi Jourdan de la Révolution, tout homme âgé de 20 ans doit passer devant le Conseil de révision pour voir s'il est accepté, ce sont les conscrits, pour servir à l'armée. Et pendant 25 ans après, il est tenu d'y revenir à chaque sollicitation de l'État. En 4 ans.
18 millions en Russie, 9 millions au Royaume-Uni, 8 millions en France, 5 millions en Italie, 4 millions 300 000 aux États-Unis, 1 million en Roumanie et 800 000 au Japon. De l'autre côté, l'Allemagne, 13 millions, l'Autriche, 9 millions, l'Empire ottoman, 2 millions, et la Bulgarie, 400 000. Et c'est là où va venir ce que vous avez vu tout à l'heure sur ma gauche, c'est-à-dire sur votre droite, le poilu, l'acteur de la Grande Guerre. Poilu parce que l'histoire nous dit que dans les tranchées, il n'avait pas de salle de bain. Il ne pouvait pas se laver, il ne pouvait pas se raser. Alors il avait des moustaches, des grandes moustaches comme Jean Hano. Voilà. Et ils avaient en plus la barbe. Ils étaient poilus. C'était des poilus. Alors son uniforme, ahurissant. Alors là, vous voyez cette photo. Vous avez le fusil mitrailleur français. Il n'était pas de 24-29 pour ceux qui l'ont connu, n'est-ce pas, hein, mais un bon fusil mitrailleur. Là, vous avez le level lance-patate. Avec la patate, mesdames, ne vous détrompez pas, c'est la grenade qui est au fond. Et puis vous avez là 3 fusiliers normales d'une escouade. Sauf que en 1914, ils n'étaient pas habillés comme ça. En 1914, ils étaient habillés en pantalon rouge. Le rouge Garance, du nom de cette culture dans le Vaucluse, qui produisait de la lizarine, qui donnait cette couleur. Et on les avait mis pour remplacer le blanc des troupes royales, parce que, n'est-ce pas, quand ils étaient en rouge et bleu, eh bien, ils étaient bien plus visibles pour les colonels et les généraux. J'ai rien contre les colonels et les généraux, je m'empresse de le dire, mais ils étaient bien plus visibles dans les mouvements qu'ils faisaient à travers les fumées des canons. Sauf que, en 14, ils étaient visibles pour les mitrailleuses et pour les canons. Mon père me rappelait ce souvenir et il le racontait souvent. En lisière de forêt, il avait installé sa batterie. Un champ, une autre lisière, en face où étaient les 77 Allemands. Et il allait commencer le feu, quand tout d'un coup il entend un grand bruit derrière lui, c'était un escadron de cavalerie. Et le commandant de cet escadron de cavalerie lui a dit arrêtez le feu, lieutenant, nous allons charger. Tirer l'épée, en avant. Mon père en pleurait. Un quart d'heure après, les trompettes, les grands, les cuirassiers, les chevaux étaient tous allongés, fauchés par les Maxims. La Maxim, c'était la mitrailleuse allemande qui avait fauché les rangs de ces hommes qui ignoraient en temps de la guerre qu'on pouvait être tué par des mitrailleuses ou par des canons. L'uniforme, vous l'avez vu, on l'a transformé en uniforme bleu, horizon, qui avait pour but de se fondre dans le paysage et d'assurer une certaine forme de camouflage. Alors, il ne faut pas s'y tromper. Ils allaient à la fourchette, la baïonnette s'appelait une Rosalie, avec 30 kilos sur le dos. Les cartouchières, la pelle, le bidon, la gamzoule, les affaires personnelles, la couverture, la toile de tente, 120 cartouches dans les cartouchières pour le level. Et ils allaient là, et vous verrez tout à l'heure dans les photographies que nous montrera Michel, que souvent ils donnaient l'assaut en plus, dans les collines quand ça montait.
avec 30 kilos sur le dos et baïonnette au canon. Drapeau en tête et clairon en tête, bien sûr. Tu parles aussi les Allemands se régalaient en face, bien évidemment. Alors, c'est cet homme-là dont vous voyez là les photographies. On voit qu'ils n'ont pas posé en sortant du musée de l'armée. Ils ont posé pour l'illustration, c'est là où j'ai sorti. Et ils sortaient de la bataille de la Somme, grande mangeuse. La soif, l'été était leur problème, la boue, l'hiver était le leur aussi. Il a fallu qu'ils s'adaptent aux mitrailleuses Hotchkiss, aux nouveaux fusils mitrailleurs avec chargeur en demi-lune, vous avez vu aussi. Les grenades offensives et défensives, les mortiers. Chez nous, c'était le crapouillot. Chez les Allemands, c'était le Minenwerfer. Et adapter toute la stratégie. La France, à l'époque, c'était 418 régiments d'infanterie, 121 bataillons de chasseurs, 26 régiments coloniaux, plus 47 autres noirs, 276 régiments d'artillerie de campagne, 61 régiments de cavalerie, de quoi faire rêver un officier, colonel ou général de l'armée actuelle. Je le laisse à vos sourires. C'était ainsi que la mobilisation s'est faite. Alors, l'engagement des Français dans cette guerre, d'abord, je voudrais dire qu'il y a eu d'abord des familles extraordinaires. La famille Ruellan, par exemple. La famille Ruellan, c'était M. Ruellan et Mme Benoît de Saint-Marc. Benoît de Saint-Marc, ça veut dire quelque chose, sans doute. Il était mon capitaine en Indochine. Cette famille, Mme Benoît de Saint-Marc, avait fait 11 enfants. 7 garçons, et le reste, bien sûr, 4 filles. Les 7 ont été engagés, les 7 ont été tués. La famille Lestang de Rustec, 6 enfants, tous tués. La famille Tramaille, la famille Falcon de Longeville, également pareil. Les 4 frères Peignot, les 4 fils du futur président de la République, Paul Doumer, tués comme les 3 filles du général de Gaulle. C'était ça, le tribut de ces grandes familles à la France. Et puis bien sûr, il y a eu les femmes. Je vois mes anciennes conseillères municipales qui se font de la pipe en disant qu'est-ce qui va nous sortir. Mais je vais vous le dire, parce que je vais vous sortir. Elles ont été extraordinaires, les femmes. Et je vais vous en rapporter la preuve. Anne Morgan, une américaine, a fait les premiers centres d'action sociale pour les réfugiés. Rosa Luxembourg, alors ça, non, repasse là si tu peux. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas. Ça, c'est la mobilisation en France. Vous voyez si elles sont quand même coquines, les deux là. Hein? Et il me semble que les hommes, ils sont sensibles. Bon, allez, passons. Ça, c'est à la gare Montparnasse, un certain enthousiasme. Et si tu peux passer celle de l'Allemagne, vous verrez, les femmes sont différentes. Elles sont plus sombres, plus grosses, plus tristes peut-être. Hein? Mais les soldats, eux, aussi équipés que les nôtres d'ailleurs, ont l'air d'être heureux de les avoir. Rosa Luxembourg, une socialiste allemande, qui sera condamnée à 1 an de prison par les Allemands pour ses menées pacifistes. Hélène Brion, Anne Coleman, Edith Wharton, Marguerite Durand, qui fait le journal La Fronde, Louise Baudin, qui fait la voix des femmes, Blanche Maupin, puis les femmes patriotes, Edith Cavell, cette institutrice britannique, qui a été fusillée par les Allemands pour avoir, somme toute, s'occupé
s'occuper des blessés, anglais ou français, sur le territoire neutre de la Belgique envahi par les Allemands. Logique, hein. Mademoiselle Thuillier, Louise de Bétigny, dite Alice Dubois, qui a été arrêtée et qui est morte en prison. Quant à Edith, elle sera fusillée en compagnie d'un avocat, d'un architecte, d'un pharmacien et de 2 autres femmes. Marie Curie, professeure, spécialiste de la radioactivité, et qui invente et impose avec sa fille Irène des voitures ambulances pouvant faire de la radiologie, ce qui permettait aux médecins ou aux chirurgiens de ne pas systématiquement couper le bras ou couper la jambe pour craignant la gangrène, mais de faire un cliché pour voir si on pouvait sauver la jambe ou le bras. Progrès incroyable pour les hommes. Alors bien sûr, il y aura des difficultés. Les femmes, vous le voyez, ça, c'est extraordinaire. Et c'est toute la gloire des dames. Mesdames. C'est que la guerre de 14-18 a été faite pour le 4/5e par des paysans. Et les paysans, ils n'avaient pas comme les ouvriers un salaire. Les femmes qui travaillaient après comme conductrices dans les tramways ou comme munitionnettes, elles avaient un salaire. La femme de paysan n'en avait pas. Il fallait labourer, il fallait semer. Et il le faisait avec quoi? On lui avait pris ses chevaux, ses mulets, ses ânes, ses bœufs. Alors, elle le faisait avec quelquefois pour les poissons, les vieillards et les enfants qu'on enlevait de l'école pour moissonner. Bravo, bravo. Je voudrais citer une femme illustre qui va vous plaire, mon colonel. Encore que une partie vous plaira moins, mais le début vous plaira. C'est une femme américaine, Mary Marvinks. Elle a été pilote de ballon. Elle a été pilote d'avion. Elle a été pilote d'hydravion. Elle a été alpiniste. Elle a été mécanicienne de locomotive. Elle a fait la traversée de Paris à la nage dans la Seine. Elle s'est engagée comme infirmière. Jusque-là, ça me plaît. La fin ne va pas me plaire. Et elle est devenue sergent d'un bataillon de chasseurs grâce à son amant, qui était